Si, alors, on débat aujourd'hui 3 idées reçues, 3 réflexions que la plupart du temps on peut avoir après avoir subi une rupture amoureuse, des constats qui sont bien loin d'être objectifs. De quoi est-ce que je parle? On découvre tout ça juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et on va plonger un peu plus profondément, même si on en a déjà bu certaines tasses dans ce domaine-là, autour de certaines de vos peurs qui amènent des constats qui bien évidemment ne sont que subjectifs. Mais mettre tout ça en relief, justement, va permettre de nous dire que tout ce en quoi nous croyons au moment d'une rupture amoureuse n'est pas nécessairement vrai. Donc voilà la petite bouée qui va potentiellement nous permettre de respirer et de continuer à avancer. Dans cette vidéo, je vais prendre 3 allégations, 3 idées que je vois de manière extrêmement récurrente pour les déconstruire et vous offrir donc, comme je vous le disais, cette petite bouffée d'air frais. La première de nos idées, c'est ce constat, donc cette condition qui rendrait votre reconquête amoureuse totalement impossible. J'entends très souvent dire que lorsque mon ex décidera de reprendre ses affaires ou de me redonner mes affaires, forcément, nécessairement, la reconquête amoureuse deviendra impossible puisque le caractère de cette rupture sera définitif et que le lien n'existera alors plus. Très clairement, moi, les premières idées qui me viennent, même si je suis capable, et je le fais sur cette chaîne avec vous, d'intellectualiser le plus profondément possible les questions qu'on peut se poser, les mécanismes de la rupture amoureuse, il y a quand même des idées très simples qui me viennent et la question que j'ai envie de poser aux gens qui me disent ce genre de choses, c'est mais en quoi est-ce que le fait que tu récupères ton slip ou ta bande dessinée ou même tes clés ferait que le rapport humain qui existe entre toi et la personne que tu as face à toi, notamment si tu le travailles à travers la communication, à travers le dynamisme, à travers le sourire, à travers le déplacement de focus, à travers le mouvement, en quoi est-ce que tout ça serait remis en question par un slip, si tu veux, hein? Très clairement, il y a cette idée où ça me fait me gratter un petit peu la tête. Alors bien évidemment, là, on a ce rapport extrêmement fort lorsqu'on est dans la difficulté au symbole. On sait que le symbolisme mène l'humain par le bout du nez, est quelque chose qui le motive, est quelque chose qui lui fait peur. Ça a toujours été une force extrêmement présente, le symbole. Et dans notre société actuelle, on a tendance à le relier à des actes qui sont considérés comme des actes forts, des actes symboliques donc, mais aussi des objets. Parfois, on se dit que le jour où on me rend mon dernier bouquin, ça y est, c'est terminé, etc., etc. La manière dont j'ai envie de commenter ces choses-là, c'est de rentrer un petit peu dans l'art de cette idée-là en disant que la rupture, par définition, a un caractère définitif. Bien évidemment, votre ex vous a peut-être dit « on verra plus tard si on se retrouve, si on continue je te promets que je serai toujours disponible » ou ton ami ou machin ou truc. On sait très bien que les promesses et les constats faits au moment d'une rupture amoureuse vont se perdre un petit peu dans la construction d'un quotidien sans vous et vous d'un quotidien sans votre ex, dans les potentielles rencontres qu'on peut faire, dans la vie un petit peu de tous les jours. Il y a une vidéo qui parle de ce sujet qui est sur ma chaîne, c'est mon ex ne tient pas ses promesses. Vous allez voir que finalement la plupart du temps ça s'explique totalement de manière environnementale. Donc on a cette idée que vous vous raccrochez souvent peut-être à des mots ou donc à un slip, comme vous préférez. Donc on a cette pensée que l'acte de rendre la dernière preuve de votre existence, de votre partage, votre existence en tant que couple, pas en tant qu'être humain bien évidemment, serait un terme définitif à la possibilité de mener une reconquête amoureuse. Personnellement, comme je viens de le faire, je déconstruis cette image et puis pour moi le plus beau des arguments, c'est justement le fait de se dire que si on prend la situation inverse, si vous étiez amené à réussir à continuer à communiquer après qu'on vous ait rendu votre dernier slip, il y a quand même une pression qui va se retirer de fait. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce qu'on vous ait rendu votre dernier slip, il y a toujours une petite partie de vous, et puis peut-être de votre ex, qui va se dire, qui va admettre que la communication mise en place est légitimée
par un espèce de besoin. Et là, vous allez me dire, bah, la légitimité, c'est justement ce que je cherche. Oui, mais vous n'avez pas envie de bénéficier d'une légitimité qui se raccroche juste à une espèce de redevabilité, au fait qu'on vous doit encore vos clés, on vous doit encore votre slip. Personnellement, je préfère quand même l'état d'esprit où on se dit que cette redevabilité n'existe plus et qu'à partir du moment où on communique, bah finalement, si c'est plus par besoin, c'est que quelque part, il y a une forme d'envie. Et là, on n'est plus dans la redevabilité, on est dans la réciprocité. Et c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus motivant, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus sympa. Ce qu'on oublie dans cette idée de si je rends mes affaires, plus jamais on se reverra, plus jamais on parlera, c'est que vous avez tout un tas d'outils de communication qui vous permettent justement de ne pas parler de ce slip-là, de le récupérer, de continuer à échanger avec votre ex, hein, notamment le système crise et puis tout ce qu'on essaye de mettre en place sur cette chaîne-là. Donc techniquement, pour moi, cette allégation, alors évidemment, je la comprends parce que comme je vous le disais, c'est votre dernier slip, quoi. C'est le dernier truc qui traîne chez votre ex, donc derrière, il n'y a plus rien. Donc évidemment, elle va pas ou il va pas vous appeler pour vous dire, bon, faudrait qu'on se voit pour justement que je te rende ce dernier objet, hein. Mais soyons réalistes, ce genre de rendez-vous, bah, c'est pas les rendez-vous les plus dynamiques, les plus agréables, c'est pas au moment de récupérer ses fringues qu'on mène une reconquête amoureuse, justement parce que c'est chargé symboliquement. À mon sens, plus vite c'est fait, plus vite on passe à une réalité de la reconquête amoureuse qui est effectivement la mise en relief d'une linéarité, du sourire et surtout d'une envie de partage réciproque. Alors évidemment, elle est à prendre avec des pincettes chez votre ex parce qu'on va la construire si vous voulez, mais on se trouve effectivement dans l'idée d'une légitimité qui n'a plus rien à voir à faire avec un devoir. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant pour les deux parties finalement. Donc cette allégation-là, c'est assez rapidement qu'on la laisse de côté pour passer à la deuxième idée, à ce deuxième constat qui est souvent très présent, c'est que si on communique avec mon ex, alors il y a souvent cette idée de communiquer trop, qui est toujours excessivement questionnante, la notion de trop, mais je vais y revenir. Mais si on communique trop, il ne va pas y avoir de manque. Alors on sait hein, d'où cette idée naît, hein, et on comprend la logique de base, la logique du PMU d'en bas entre deux superbocs et trois cacahuètes. Hein. Il y a cette idée que on me quitte, je ne parle plus, je reste dans mon coin, création de mystère, création de manque, création de regret, prise d'information. Le souci d'une reconquête amoureuse et puis de la rupture amoureuse et même du couple, c'est que ce n'est pas basé sur des mathématiques. Il n'y a pas de science du couple, il n'y a pas de science de l'amour. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est valable pour toi, bien évidemment, mais la seule idée qui se rapproche à peu près d'une capacité à expliquer ce qui se passe dans la tête et dans votre cœur et dans la tête et le cœur de votre ex sont quand même de grands mécanismes psychologiques. Et quand ils sont aussi simples que cette idée de manque, bah, je trouve qu'il faut malgré tout les questionner. D'abord, est-ce que, et ça c'est une vraie question que je me pose, que je vous pose, en vrai j'ai déjà une réponse qui a été apporté par le terrain, qui a été apporté notamment dans ma rupture et ma reconquête amoureuse. Donc j'ai mon idée bien précise, c'est peut-être différent pour vous, mais très franchement, j'en doute sincèrement, c'est est-ce que le manque est fondamentalement de l'amour? Est-ce que le manque est fondamentalement un moteur de contact? Si oui, est-ce que ce contact sera fondamentalement positif? Si ce contact est positif, comment allons-nous le mener? Il y a énormément de questions qui se posent et moi j'y réponds en vous disant que je vois beaucoup de gens, et là je parle des ex, qui vont tout simplement, même si le manque est là, ne pas communiquer. Pourquoi? Bah pour toutes les raisons dont je parle très souvent, et c'est pour ça que je suis en croisade absolue contre le silence radio. C'est parce qu'il y a de la culpabilité, c'est parce qu'il y a une habitude, c'est parce qu'il y a un manque de légitimité à venir vous dire coucou comment ça va alors qu'on vous a jeté en l'air. Alors vous allez me dire, ça peut arriver. Oui, mais un message coucou comment ça va, wouh, hein, n'y a pas un dynamisme extrême, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Moi je trouve ça beaucoup plus intéressant de se dire que nous on va miser justement sur un partage, on va miser sur de l'enthousiasme, on va miser sur du sourire. L'idée quand même la plus intéressante, c'est de vous demander, vous personnellement, dans vos relations, pas forcément amoureuses d'ailleurs, mais où est-ce que vous êtes le plus dynamique, le plus croyant, le plus engagé, le ou la, hein, à chaque fois ne voyez pas de volonté de faire des diversifications entre hommes et femmes, de catégorisation. Là j'englobe vraiment la personne qui est laissée de côté. Donc qu'est-ce qui vous donne le plus envie?
Est-ce que c'est les gens, alors attention, question niveau CE2 là à peu près, est-ce que ce sont les gens qui ne communiquent absolument pas avec vous, d'autant plus quand il y a eu un conflit, ou est-ce que ce sont les gens qui communiquent avec vous, avec qui vous avez envie d'aller voir la finale de l'Euro? Ouais, on n'y est pas, donc ça va être beaucoup moins intéressant, en tout cas de mon côté, mais avec qui est-ce que vous avez envie d'aller au parc aquatique? Avec qui est-ce que vous avez envie de faire un tennis? Avec qui est-ce que vous avez envie de faire des activités ou de discuter, de faire ce que vous aimez faire? Est-ce que c'est avec quelqu'un qui ne vous parle absolument jamais parce qu'il veut créer du manque, parce que comme ça vous allez revenir en courant? Ou est-ce que c'est avec les gens avec qui vous êtes capable d'échanger, de déconner? Alors le tout évidemment, c'est ce que je disais, j'allais revenir dessus, avec un timing qui soit adapté à la situation, ce que j'appelle l'aération du timing, et puis la communication qui soit environnementale. On est toujours, malgré ce que je dis, dans la recherche d'une légitimité environnementale, des occurrences qui nous permettent de communiquer, et selon les rapports, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont être capables de communiquer une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Ça va dépendre de plein de choses, effectivement, de votre relation, de la tendance qu'a votre ex à être dans la communication, de la colère. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer en lice ici, qui vont entrer dans la réflexion, mais malgré tout, fondamentalement, est-ce qu'on n'aurait pas plus tendance à voir quelqu'un qui nous sourit comme quelqu'un avec qui potentiellement on va continuer à échanger et on va continuer à faire des choses? De mon côté, les choses sont très très claires, hein. Je vous donne juste ma façon de vivre les choses. Je suis quelqu'un qui est très occupé, je travaille énormément et j'ai même pas le temps de réfléchir aux gens qui me font la gueule, aux gens qui m'envoient pas de messages, aux gens qui... l'exemple le plus formateur, le plus réel pour moi, c'est mon frangin, enfin mon demi-frère, qui habite à Paris, qui est marié, qui a une fille. Je crois que depuis au moins 15 ans, on s'est vu 2 fois. Voilà, un enterrement, et puis une fois, il est passé une journée, quand j'habitais encore à Vendôme, dans le centre de la France, avec ma compagne, avec Elena, il est passé une journée. Basta. Ouais, peut-être 3 parce qu'il y a dû avoir un Noël ou un jour de l'an où je suis passé moi avec Elena sur Paris, et voilà. C'est quelqu'un qui ne m'envoie jamais de texto, sauf pour les anniversaires de mes petits, les miens. On n'est pas en froid plus que ça, on a eu nos soucis quand on était plus jeune, mais voilà, ça fait très 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 longtemps. On se déteste absolument pas, on a des gentils petits messages pour les anniversaires. J'ai une petite vidéo de sa gamine qui souhaite joyeux anniversaire à la mienne ou à mon fils. C'est super, c'est top, mais le reste du temps, on ne communique jamais. Quand je reçois pas de texto, j'en envoie pas, et évidemment que quand moi je suis dans mes délires quotidiens, surtout si éloigné de là-bas, mon premier réflexe c'est jamais de dire tiens je vais communiquer avec mon frère, dis donc. Non, il fait pas partie, j'ai son numéro bien évidemment, mais il fait pas partie des gens qui sont proches de moi. Je communique beaucoup plus avec un de mes amis qui est à Montpellier, pourtant qui est géographiquement encore plus loin. Pourquoi? Devinez, roulement de tambour. Parce qu'il m'envoie des messages tout simplement, parce qu'il m'appelle, parce que, alors je dis pas que la responsabilité revient aux personnes j'explique juste comment est mon quotidien, et que si mon quotidien est comme ça, il y a peut-être des chances qu'il y ait d'autres êtres humains sur cette planète qui ont un quotidien un petit peu similaire, qui est fait de pas mal d'activités, de pas beaucoup de temps, et puis d'une tendance à pas se casser la tête avec ce contact absolu, de se dire bon, là je ressens un manque incroyable, donc je vais écrire. Oui, mon frangin me manque, hein, j'aimerais bien faire des choses avec lui, mais je me dis que c'est comme ça, et puis je me focalise du coup sur ce que j'ai dans mon quotidien, et je peux vous assurer que s'il m'écrivait plus souvent, je le ferais aussi, et je suis pas dans la rancune, hein, ou la rancœur qu'il le fasse pas, c'est juste un truc qui est admis, c'est comme ça. Donc moi, très clairement, pour moi, dans la reconquête amoureuse, clairement, mais vraiment, c'est à nous de faire ce premier pas, parce qu'en plus on parle d'une rupture amoureuse, en plus on parle de potentielle culpabilité, plus que potentiel à mon sens, mais de la part de votre ex, parce que toujours et encore ces mots qui reviennent sans cesse et sans cesse, il y a aussi une absence de légitimité, et puis merde, qu'est-ce qu'il va vous dire, quoi, votre ex, hein? Qu'est-ce qu'il ou elle va vous dire? Coucou, comment ça va? Je veux dire, à un moment, on vous a plaqué, donc c'est peut-être potentiellement un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Qu'est-ce qu'on va... mon chéri ou ma chérie, je t'aime, j'en peux plus, reviens. Bah oui, mais t'es parti. Ah bah oui, mais c'était une erreur. Ça arrive. Mais ce que je dis souvent, c'est comme les tickets gagnants du loto, hein. Ça arrive, mais il y a combien de perdants? Et puis vous avez joué combien de fois avant d'avoir le ticket gagnant? C'est une vraie question, personnellement. Moi, ça m'intéresse pas. Et puis en plus, la communication qu'on met en place, j'ai envie de dire, bon sang de bois, comme disait mon frère d'ailleurs à l'époque. Mais bon sang de bois, c'est quand même des trucs qui sont dynamiques, agréables, souriants et super simples à mettre en place. Donc cette idée de créer du manque, pour moi, ça relève même pas de l'amour, ça relève de la domination. Et
très sincèrement, tant qu'on voit l'amour comme de la domination, la reconquête amoureuse, j'ai vachement de mal à y croire. Ça peut fonctionner, pas sous mon égide, parce que j'ai vraiment du mal avec ça, et je pense pas qu'un couple puisse être solide quand on est dans l'idée de créer du mystère, dans l'idée de créer de la jalousie, du manque, tous ces trucs-là qui sont juste pas des sentiments positifs. Moi, je veux de l'enthousiasme, du partage, du sourire, du mouvement, des trucs humains, des trucs simples, des trucs vrais, des sensations pures, comme disaient les produits laitiers. Du coup, on va passer à notre troisième idée, qui, elle aussi, alors est compréhensible et puis en même temps peut paraître un peu farfelue. Moi, je très clairement mets mes pièces sur le côté un petit peu farfelu. Ce serait le fait que si moi, je suis heureux, si mon ex est heureuse ou heureux, du coup, il n'y aura pas de retour possible puisqu'on va être confirmé dans notre choix. Alors cette notion-là, je me bats avec absolument tous les jours et finalement, elle rejoint exactement cette idée de manque, cette idée de communication. Mais vers qui est-ce qu'on se tourne? Est-ce que c'est vers quelqu'un allez en soirée, dernier exemple, le plus fort des exemples que je puisse prendre maintenant. Dernière soirée où vous êtes allé, vous avez deux personnes face à vous. Il y en a une qui est recroquevillée dans un coin, qui a l'air de faire la tronche, qui est peut-être juste timide, hein, qui parle à personne, qui a le nez sur son téléphone, et puis quand vous lui adressez la parole, il tremble et puis il y a une larme qui coule. Hein, je fais dans le gros cliché bien crado. Et puis de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a l'air juste super souriant, dynamique, qui vient, vous offre un verre, commence à discuter avec vous, vous pose des questions, etc., etc. Très franchement, de quelle personne vous vous rapprochez le plus simplement? Et je ne parle pas de rapprochement relationnel, amoureux, machin. Vers quelle personne est-ce que vous vous penchez? Quelle personne vous regardez? Avec quelle personne vous avez envie de discuter? Me dites pas que vous êtes l'abbé Pierre et que vous allez prendre celui qui pleure par l'épaule en lui caressant la tête. Je veux dire, surtout si vous ne le connaissez pas. Il y a un moment, les relations humaines sont stimulées par un égoïsme. Hein. Chez quelqu'un qu'on apprécie, justement, cette notion de j'apprécie, c'est parce que ça m'apporte quelque chose. Donc oui, on a envie d'apporter quelque chose. Et le bonheur, c'est quand même la valeur après laquelle tout le monde court. Que votre ex soit heureux, alors que ce soit parce que il ou elle a un nouveau couple, que ce soit parce que il ou elle a un boulot qui lui permet parce qu'il ou elle est réhabitué à une vie sans vous, parce qu'il ou elle se sent libre, se sent machin, etc. Vous imaginez bien que si le contraste que vous proposez, c'est le fait de faire la gueule, de ne pas sortir de chez vous, de traîner votre spleen, de vous plaindre, d'appeler toute sa famille, mais comment vous pensez que ça peut mener à quelque chose de positif? Encore une fois, l'amour est une énergie. Et puis, je reviens sur le constat que je faisais dans le premier de nos points que je discute aujourd'hui. C'est quand même que cette idée que la rupture a un caractère définitif. Donc, il n'est absolument pas question de retour. Il n'est pas question que votre ex revienne. Il n'est pas question d'ailleurs de le ou la récupérer. Il est question de créer quelque chose de différent, avec des bases qui sont différentes. Donc on va considérer que vous êtes deux célibataires avec évidemment une fibre, plein de choses que vous partagez, même des conflits, parce que ça fait partie de la fibre, mais on va considérer que vous êtes deux célibataires. Donc vous êtes en train de me dire que pour séduire quelqu'un, vous allez être triste, et que ça va fonctionner parce que votre ex va se sentir responsable et que cette responsabilité va créer encore une fois de la redevabilité, que cette redevabilité va être un poids sur l'ego, la conscience et sur le non-droit à son propre bonheur, et que du coup on va revenir vers vous et qu'on va tomber fou ou folle amoureuse de vous. Alors là, quand je dis qu'il n'y a pas de logique dans le relationnel, là c'est même plus qu'on sort de la logique, là c'est... Tu vois, ça n'a strictement aucun sens. Et si ça fonctionnait comme ça, vous appelez ça de l'amour, sincèrement. Enfin, je veux dire très clairement, la personne revient parce que vous êtes mal. C'est pas du tout de l'amour. C'est de la peur que vous fassiez une connerie. C'est un enfermement psychique, intellectuel. C'est un espèce de pseudo-chantage affectif, sans que vous l'ayez peut-être fait exprès, je suis bien d'accord. Mais le bonheur, c'est quand même quelque chose qui rend l'échange beaucoup plus légitime, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Donc pour moi, non, le fait que les deux personnes soient heureuses de leur côté ne rend absolument pas une reconquête amoureuse impossible. Bien au contraire. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fortifie le choix de mon ex. Oui, c'est exactement
ce qu'on veut. Je ne souhaite pas que je sois clair parce que des fois j'ai l'impression que peut-être certaines valeurs, certaines idées sont un peu diffuses dans tous mes contenus, mais qu'on soit très clair. Je ne vous souhaite pas et je ne souhaite pas pour vous, c'est la même chose, mais c'est pas grave, je me répète, j'ai tendance à faire ça, que votre ex regrette la rupture amoureuse. Il n'est pas question qu'il ou elle remette son choix en question. Bien au contraire, il est question que les deux parties arriviez sur cette idée que c'était la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que ça a changé vos vies respectives, vos vies de célibataire, votre communication, vos échanges, l'intensité du rapport qu'il y a entre vous et finalement votre nouveau couple lorsqu'il se reforme. C'est personnellement ce que j'ai vécu. Alors évidemment, il y a toujours cette douleur, moi, liée à ma rupture amoureuse parce que j'ai pas compris d'où ça venait, je me suis pris un aller-retour droite-gauche, boum, j'étais KO, puis c'était Mike Tyson en face, donc ça m'a calmé sauvagement. Et derrière, ma vie était détruite. Mais dans cette destruction, dans ce chaos, c'est là que j'ai retrouvé beaucoup de motivation. Alors à force de, et puis entre pas mal de bouteilles de whisky, faut bien être honnête, j'ai galéré, j'en ai chié, du sang, des larmes, de la sueur, c'est le produit que je vends, c'est pas très agréable, je le sais. Mais putain, ça fortifie quoi. Voilà, ça crée quelqu'un, ça modèle son bonhomme ou sa bonne femme. Et derrière, effectivement, dans ton couple, il y a une force qui est extrêmement différente, qui est nouvelle, un nouveau souffle, un nouvel amour quoi, tout simplement. Et c'est véritablement ça que je constate. Et quelque part, oui, je suis redevable vis-à-vis de cette rupture amoureuse, parce que je serais jamais évidemment là devant cette caméra aujourd'hui, je serais jamais à cet endroit-là, j'aurais pas mes enfants, j'aurais pas tout ça, ou alors peut-être que j'aurais eu mes enfants, j'en sais rien, mais peut-être pas avec elle, ça, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille, mais l'idée c'est véritablement ça, c'est que aujourd'hui, je suis à la fois tellement sûr de ma relation, et puis elle peut s'arrêter du jour au lendemain, parce que des certitudes finalement, elles ne sont qu'intellectuelles, elles ne sont que du moment. Mais ce que je vis est tellement contrasté avec ce qu'on avait avant, il y a tellement moins de doutes sur la personne, sur le futur, sur les capacités, et puis dans notre communication, quoi, que véritablement la rupture amoureuse, même si c'est un mauvais souvenir, a eu des conséquences extrêmement positive. Et oui, il a fallu repasser par une phase où je me suis quand même senti mieux, notamment au moment de revenir en Suède, quoi, parce que il a fallu les mettre sur la table et puis se lancer en pensant sans doute prendre un mur, mais il a fallu quand même afficher un grand sourire et depuis, cette construction-là, elle découle de ce jour-là, lancer une boîte, déménager, abandonner le côté français en fait pour construire sa vie à l'étranger, etc., etc. Alors je m'envoie pas des fleurs en me disant oh, mon Dieu c'est trop génial ce que j'ai fait, non, mais je trouve que s'il fallait envoyer des fleurs quelque part, finalement c'est sur cette rupture amoureuse qui m'a fait prendre conscience dans la douleur de beaucoup de choses. Mais ne dit-on pas que c'est plutôt dans la défaite que dans la victoire qu'on apprend? Je le pense sincèrement et c'est en tout cas sur ce questionnement que j'arrêterai cette vidéo. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à soutenir la chaîne, vous n'hésitez pas à débattre tout ça dans les commentaires. Personnellement, comme je vous le disais, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!